aux États-Unis. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de mon podcast Brian Colon. Avec moi aujourd'hui, le président de la Fédération suisse de basket, Andrea Siviero, qui me fait l'honneur de partager un moment avec moi, qui va m'expliquer, ou qui va vous expliquer, parce que vous avez été nombreux à poser des questions, beaucoup de choses. Andrea, comme je dis tout le temps, merci beaucoup de partager ce petit moment avec moi. Merci beaucoup de l'invitation. Ma première question, je voudrais que tu prennes un petit, 30 secondes pour expliquer en quoi consiste la fonction de président de la Fédération suisse de basket. Voilà, président de la Fédération, déjà je dirais que là c'est le rôle de président du conseil d'administration de la Fédération. En fait, c'est un rôle de conseil d'administration, c'est un rôle qui devient un petit peu opérationnel pour certains thèmes. Et en fait, c'est vraiment la différence qu'il y a entre le président du conseil d'administration et le CIO de la Fédération. Dans une société, dans une entreprise normale, le président du conseil s'occupe des questions stratégiques, s'occupe de la vision, s'occupe de l'image, s'occupe de regarder loin et de surveiller le travail qui est fait par l'entreprise, par le CIO, alors que le CIO s'occupe vraiment des questions opérationnelles de tous les jours. Si on veut, c'est un petit peu le rôle du secrétariat général et du secrétaire général qui est un petit peu plus le CIO et le président du conseil, en fait, comme j'ai dit, plutôt la vision, la surveillance. Maintenant, dans une petite entreprise, dans une petite organisation comme Swiss Basket, bien évidemment, le président du conseil a aussi des rôles opérationnels. C'est évidemment important que je sois impliqué, notamment dans cette phase très importante de réforme et de transition. Bon, ça fait beaucoup d'informations. Je vais te dire que les personnes qui regardent mon podcast, la plupart du temps, quand ils regardent mes épisodes, ils n'ont pas encore déjeuné. Donc, je vais te demander d'être le plus clair possible, le plus, disons, utiliser des termes compréhensibles pour tous. Pourquoi avoir choisi le basket? Pourquoi est-ce que tu dis, toi, Andrea, tu as réussi au niveau professionnel des choses incroyables? Pourquoi venir, après avoir été le président de Union Neuchâtel, te dire, OK, je vais m'investir dans le basket suisse et postuler pour la candidature, postuler pour la fonction de président de Swiss Basket? Brian, tu me connais depuis longtemps, presque depuis que tu es né. J'ai commencé le basket dans les années 70. J'ai fait mon premier match en Ligue nationale en 84, ça fait 40 ans. J'ai un petit peu joué tous les rôles au sein du basket suisse pendant ces 40 ans de carrière. Et les dernières 13-14 ans, j'étais président d'un club de SBL. J'étais un de ceux, en tant que président, qui était critique de la fédération. Et dans mon esprit, si on n'aime pas comment les choses fonctionnent, ou bien on arrête de jouer, et donc on arrête tout simplement, ou bien on s'implique pour essayer de faire aller mieux les choses. Et là, c'était mon choix, comme il y avait des problèmes, de m'impliquer pour essayer de jouer un rôle pour améliorer la situation. Quand tu dis « j'ai été critique et il y avait des problèmes », selon toi, à ce moment-là, quand tu étais président du club d'Union Neuchâtel, quels sont les problèmes ou les critiques les plus importantes qu'on pourrait souligner selon toi? Il y a un problème notamment au niveau du développement du basket. Il y a un problème au niveau de la difficulté des clubs d'élite à suivre un petit peu le processus de développement. Insuffisant, pas suffisamment de moyens financiers pour les clubs, qui bien évidemment, ils ont une responsabilité pour chercher les fonds, mais il y a un rôle pour la fédération à créer les conditions cadres pour le développement du basket en Suisse, de façon à ce que les clubs puissent eux-mêmes bénéficier aussi de ces conditions et se développer. Il y a toute une série d'autres problèmes qui sont vraiment liés plutôt au niveau du développement. Il y a des problèmes d'infrastructure, il y a des problèmes de distribution géographique du basket, je le dis tout le temps, si on veut que le basket devienne un sport important en Suisse, ça ne peut pas rester un sport régional, ça doit devenir un sport national. Donc il y a toute une série de problèmes qu'en tant que président de Swiss Basket ou président du conseil d'administration de Swiss Basket, on peut développer une vision, développer des idées, développer des voies pour le développement. Tu veux commencer par quel problème? Parce qu'il
Il y en a beaucoup. Allez, commençons par les infrastructures. Tout le monde parle de ça. Tout le monde parle et dit que c'est pas possible qu'il n'y a qu'un seul club qui s'appelle Fribourg Olympique qui est vraiment une salle dédiée au basket. Tu me diras, oui, maintenant il y a Nyon qui est en train de construire une salle, il y a Lugano, il y a Haro, etc., etc. Mais les clubs d'ici, les clubs phares comme peut-être Genève, comme peut-être, je ne sais pas, Lausanne, qui est la ville olympique, n'ont pas de terrain purement dédié au basket. Comment tu comptes faire en sorte que d'ici, 10 ans, on ait vu une évolution à ce niveau-là? Alors, c'est vrai, le problème des infrastructures est un problème très important et très difficile à comprendre pour les gens, notamment dans un pays riche comme la Suisse. Important de dire que l'infrastructure n'est pas seulement un problème pour les clubs d'élite, mais c'est un problème aussi pour le développement de la base. En tant que président de Swiss Basket, tu es président pas de l'ASBL, tu es président du mouvement basket, de la communauté basket en Suisse. Et le 85-90%, c'est le basket, les associations régionales, c'est la base. Alors aujourd'hui, on sait que les clubs, qu'ils soient d'élite ou pas d'élite, ils doivent renoncer régulièrement à prendre des gamins et les faire jouer au basket parce qu'il n'y a pas assez de salles. Donc, ce qui est important de dire tout d'abord, c'est un problème pour l'élite, c'est juste, mais c'est un problème aussi très important pour la base, c'est-à-dire d'avoir suffisamment de place pour faire jouer les gamins. J'ai l'expérience à Neuchâtel, chaque année on renonce à 50 gamins tout simplement parce qu'il n'y a pas de salle. Donc, cadrer le problème déjà, élite et base. Si on parle de l'élite, bien évidemment, c'est un problème parce qu'on sait que si un club doit s'entraîner dans une salle d'école, un club d'élite doit s'entraîner de 8h30 à 10h30 le soir, c'est difficile de prétendre que ces joueurs se développent et deviennent des professionnels du basket. Et en plus, en tant que problématique, si on veut attirer les médias, ce qui fait partie des problèmes qu'on a, on doit attirer plus de médias, on a besoin de vraies salles. On appelle la télévision et on leur dit « Venez filmer notre match ». Ils te disent « Mais on ne veut pas filmer un mur derrière les joueurs », ce qui est compréhensible. Donc, plusieurs problèmes liés à l'infrastructure. Maintenant, le rôle de la fédération. La fédération n'est pas une entreprise de construction. C'est clair. Donc, on peut pas le faire simplement comme ça. Mais par contre, et ça fait partie du projet, en fait, de la restructuration du secrétariat général qu'on a mis en place, la fédération peut jouer un rôle important pour définir les étapes nécessaires pour procéder avec le développement d'une nouvelle infrastructure. A des contacts, peut obtenir des financements de la Confédération si des salles deviennent d'importance nationale, si on y joue des événements internationaux. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Et en plus, on peut faire du lobbying. On peut soutenir les clubs, les associations auprès des villes, auprès des cantons, en faisant du lobbying, en disant c'est important qu'il y ait un soutien pour le développement d'une salle. Comment, j'entends ce que tu veux dire, comment tu penses que pour un club, je ne vais pas mentionner de nom ici parce que voilà, dire le Brian Colon Club de basket, qui n'arrive pas à avoir des joueurs payés décemment ou payés de manière correcte, qui se lancent dans une idée de vouloir créer une salle. Est-ce qu'on n'a pas commencé tout d'abord par avoir des bases solides en termes de, évidemment, la formation, mais parlons purement du monde professionnel. Que les joueurs aient des conditions adéquates, que les joueurs peuvent vivre de leur métier, de leur passion, que les clubs aient tous des physioprofessionnels, que les clubs aient, je ne sais pas, rien que des horaires décents avant de vouloir aller aussi loin de créer des salles 3000, 4000 personnes qui doivent en plus être utilisées pour d'autres événements. Est-ce que ce n'est pas trop gros? Je crois que ta question montre clairement comme tout ça est lié. Donc en fait, le développement du basket, le développement des conditions cadres pour le basket ne passe pas par un seul élément. Un seul élément, ce que plusieurs personnes pensent pouvoir trouver des solutions avec une solution, une action, une mesure. On pense que de presser un bouton, on trouve une solution. Non, c'est un processus sur le moyen et long terme avec beaucoup de domaines d'intervention qui sont mutuellement liés. Et le développement de certains de ces éléments
va déclencher des effets positifs sur les autres. Parce que tout, en fait, est lié. Et ce qui est donc important, de définir une priorisation. Nous avons commencé à faire, depuis le mois de mars de cette année, un programme de vision stratégique avec Deloitte. Deloitte a fait ce type de programme en Allemagne. Il y a 15-20 ans, l'Allemagne, elle n'était pas très, très loin de la Suisse. Aujourd'hui, elle est championne du monde, avec la Belgique, avec la NBA féminine. Donc, ils ont une expérience dans ce domaine. Et on a fait une analyse large avec beaucoup de membres de la communauté. On a fait des tables rondes, on a fait des sondages. Et aujourd'hui, on a défini plusieurs domaines d'intervention et une sorte de sequencing, de séquence avec lesquelles il faut intervenir. Et donc, c'est clair qu'il n'y a pas un seul élément. On parlait des infrastructures. Les infrastructures sont déterminantes, mais ce n'est pas la seule chose, bien évidemment. Mais l'infrastructure peut débloquer certaines choses. Peut débloquer, par exemple, la visibilité. Peut débloquer des sponsors que dans une belle salle, ils peuvent être intéressés à se présenter et donc développer des ressources financières. Je crois que si on regarde sur le long terme, et tu as dit des choses très intéressantes, si on regarde sur le long terme, un des objectifs principaux, c'est ce que j'appelle développer une économie de basket. C'est-à-dire comme dans d'autres activités économiques, comme dans d'autres sports, le basket soit en mesure de créer ses propres revenus, qui ne doit pas vivre de mécénat ou de sponsoring d'une certaine nature, qui est presque un peu faite par pitié des clubs parce qu'on veut leur donner à vivre. On doit créer un intérêt, une professionnalisation qui attire des ressources. Et ça sera là qu'on pourra donner des salaires intéressants aux joueurs. On pourra créer des jobs liés au basket. Aujourd'hui, les entraîneurs, pourquoi on n'a que des entraîneurs étrangers en Suisse? Parce qu'ils se contentent de salaires que pour les Suisses ne sont pas suffisants. Ou bien c'est des Suisses qui ont un deuxième ou un troisième job. Donc en fait, on doit pouvoir créer du travail pour le basket. Les joueurs qui terminent leur carrière doivent pouvoir devenir entraîneurs, managers, etc. Mais pour ceci, il faut qu'il y ait des jobs, des vrais jobs. Et on est en train d'essayer de le faire, par exemple, avec ce principe des cadres techniques régionaux qu'on développe dans les différentes associations régionales. Ce sont des vrais jobs avec des vrais salaires pour des entraîneurs. Mais il faut multiplier ça, il faut grandir. Comme j'ai dit, il y a beaucoup d'étapes et tous ces éléments sont liés. Donc c'est très important, mais on ne va pas résoudre les problèmes avec une mesure. Selon toi, d'ici combien d'années on pourrait commencer à avoir des résultats de l'idée ou de ce que, encore une fois, tu veux ou tu essaies de mettre en place? Parce que, comme tu l'as si bien expliqué, tu es président, mais ce n'est pas toi qui décides. En gros, t'es pas, comme tu l'as dit, ce n'est pas une dictature où tu imposes les choses. Ça se vote, il y a tout un comité autour de ça pour mettre en place tes idées. Alors, moi, j'ai commencé officiellement au mois de juin. Mais depuis janvier, je suis à la fédération tous les jours pour mettre en place certains programmes. 3 thèmes principaux m'ont occupé aujourd'hui et continuent de me préoccuper. C'est le secrétariat général. Le secrétariat général, c'est notre outil de travail. Si on veut atteindre des objectifs, on doit avoir un secrétariat qui est bien organisé, bien staffé et qui fonctionne. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est la gouvernance. La gouvernance, c'est justement ce qu'on disait, qui prend les décisions, qui a le pouvoir de les prendre, qui prend les responsabilités. Un peu comme parler des règles du jeu ou des règles de la circulation. Et c'est pas que il faut régler la gouvernance de la fédération, mais aussi des associations régionales pour être en mesure de prendre des décisions et faire des changements. Et après, le troisième élément, peut-être à moyen terme le plus important, c'est la vision. Où est-ce qu'on veut aller? Lever une fois le regard du guidon et de dire où est-ce qu'on veut être dans 5-6 ans. Alors, ta question, quand est-ce qu'on pourra avoir des résultats? Sur le court terme, l'efficacité, la transparence du travail du secrétariat, à mon avis, ça doit déjà être très prochainement. La gouvernance, on a déjà pris des mesures pour avoir une gouvernance plus directe, plus claire, et certaines choses ont été déjà créées. On peut en parler si ça peut être intéressant, bien que c'est un thème qui peut être moins intéressant pour le public. Et la vision, c'est ce qui nécessitera le plus de temps pour être mis en œuvre. Quand on parle de salle, on ne peut pas construire une salle en deux jours. Donc, moi, je crois qu'il faut voir des résultats de court terme assez rapidement sur certains thèmes,
Mais pour voir les gros résultats, le développement, comme je disais, d'une sorte d'économie de basket, on doit parler de 5-6 ans. Je pense que tout ça, comme tu l'as dit avant, est lié principalement à l'argent. C'est des problèmes économiques parce que sans argent, on ne peut pas vraiment avancer, même si on peut mettre en place certaines choses. Quelle stratégie est-ce que toi, Andrea, tu vois à moyen long terme, à long terme plutôt, pour justement que notre basket, où tu as des personnes qui essayent de s'investir, où tu as des personnes qui essayent d'aider comme ils le peuvent, qui souhaitent, qui rêvent que par exemple après leur carrière, comme tu l'as si bien dit, ils puissent rester dans ce milieu-là parce que c'est leur milieu de compétence, leur milieu où ils ont peut-être investi la moitié de leur vie. Quelles sont tes stratégies à toi en tant que président? Alors, d'un certain point de vue, c'est assez simple. L'argent, il est essentiellement de deux sources. Ça peut être argent public, ça peut être argent privé. Comment est-ce qu'on s'occupe de l'argent public? Tout d'abord, l'argent public vient essentiellement de la Confédération. Pour obtenir de l'argent public, c'est peut-être pas très clair pour la plupart des gens, mais c'est en fait, il y a des catégories des sports, et c'est sur la base du positionnement d'un sport au sein des catégories de Suisse olympique qu'on peut obtenir des sous. Donc, la première chose, c'est de maintenir notre niveau et, si possible, l'améliorer pour pouvoir obtenir plus de sous de la Confédération. Et donc, il faut étudier et analyser les critères, et d'ailleurs, on participe à l'élaboration de ces critères, les critères pour lesquels on peut gagner quelques points qui peuvent nous permettre de gagner quelque chose. Je fais quelques exemples simples. Si on fait des résultats avec nos équipes, que ce soit 3 contre 3, 5 contre 5, que ce soit des championnats internationaux ou des Jeux olympiques, évidemment, on obtient des points qui nous permettent d'obtenir plus de sous. Si on a un centre de formation, comme on a le Centre national de formation, ça peut nous permettre d'obtenir certains points et donc obtenir plus de sous. En fait, il y a des critères, développement du travail dans le domaine médical du basket, par exemple. C'est-à-dire, il y a il faut bien connaître ces critères et pour voir où on a une marge de manœuvre pour gagner quelques points et gagner des sous. Ça, c'est, disons, d'un point de vue public. D'autres façons de travailler dans le domaine public, c'est de s'impliquer de plus dans la vie politique. Au mois de novembre, il y a l'élection du nouveau président de Suisse olympique. Je suis impliqué dans la discussion. Je discute avec des candidats et j'essaye de trouver la façon dont le basket pourrait profiter de ceci aussi. Donc, être impliqué au niveau politique à Suisse Basket, mais aussi à Berne, où j'ai habité pendant 15 ans, pour avoir les contacts politiques nécessaires pour essayer d'avoir des avantages pour le sport en général et pour le basket plus dans son spécifique. Le deuxième domaine, c'est le domaine privé. Et le domaine privé, il y a évidemment la recherche de sponsors, mais les sponsors, ils veulent un produit. Donc, est de nouveau lié au développement du produit. Et le deuxième, c'est la visibilité. Donc, le développement d'une stratégie média qui permet de mettre en valeur le basket et d'attirer plus avoir plus de médiatisation du basket. Et là, on revient dans la question des infrastructures, par exemple. Et donc là aussi, on est en train de discuter de contrats pour essayer d'augmenter la visibilité du basket et pouvoir obtenir des ressources qui devront être redistribuées au club pour leur réduire les charges. Comment tu parles de produit? Tu dois vendre ce produit. Le produit doit être attirant pour les sponsors. Il y a l'ancien président qui a fait 8 ans, quelque chose comme ça. 12, 8. Avant lui, il y avait quelqu'un. Peut-être le système n'était pas le même. Mais ce qui me vient en tête, c'est que le produit est là, mais le produit, au final, n'avance pas, ne s'améliore pas, ne grandit pas, n'est pas plus beau. Et toi, Andrea, évidemment, ce que tu as réussi à titre privé est juste incroyable. Tu te sens capable de justement faire grandir ce produit-là. Comme par exemple, je prends un exemple tout bête. Tu regardes un match sur YouTube. J'ai lu un article où tu as dit ce n'est pas les 20 personnes qui vont rester à la maison pour regarder le match sur YouTube qui vont remplir les salles. Évidemment que non. Mais quand moi, je suis à la maison, je n'ai pas envie de me déplacer dans une salle, je regarde un match sur YouTube et que je vois
le terrain au fin fond du truc, là-bas en haut, l'action se passe à gauche, la caméra elle reste à droite. Il y a tellement de choses à revoir, il y a tellement de choses à améliorer que je me dis que tu pars de très loin. Disons, bien sûr, si c'était facile, tout d'abord, on l'aurait déjà fait. Et si c'était trop facile, ça serait peut-être pas intéressant non plus. C'est un challenge. Attends, je ne suis pas en train de dire que c'est facile. D'ailleurs, j'ai dit que ça prendra du temps. Je reste convaincu que ce n'est pas en gardant le basket en tant que monde fermé à quelques amis qu'on va faire développer le basket. Je crois que augmenter la visibilité du basket, augmenter la médiatisation du basket, augmenter la médiatisation des acteurs du basket ne peut qu'être positif pour le basket. Je crois que si on se préoccupe des 15 spectateurs qui ne sont pas venus aujourd'hui au match, fois 20 francs par spectateur, c'est qu'on regarde dans le miroir derrière, dans le rétroviseur. Je crois qu'on doit regarder en avant. On ne doit pas se préoccuper des 15 personnes qui ne sont pas venues parce qu'il y avait YouTube. On doit se préoccuper ou chercher de gagner les 5 000 ou les 10 000 spectateurs qu'on peut avoir sur les chaînes TV si on arrive à avoir un produit intéressant, médiatisé et que les gens, finalement, ils payent pour voir le basket. Pas que le basket doive payer pour être montré à la télévision. Donc, c'est clair que c'est un processus, ça va prendre du temps. On est en train de développer toute une série de stratégies. Une stratégie média qui devrait être prochainement au conseil d'administration, une stratégie du sport de masse, une stratégie de la relève, pour avoir des lignes guides pour savoir où on veut aller. Donc, tout à fait d'accord. Tu mentionnes les caméras, c'est vrai. Les caméras, c'était un premier essai, en fait un deuxième essai déjà, mais on est en train d'avoir pour la saison prochaine des caméras plus avancées et plus adaptées. Et on envisage aussi, mais c'est de nouveau une question financière, si on arrive à obtenir les moyens, d'avoir peut-être un match par semaine avec une production d'une certaine qualité, de 5-6 caméras, et d'essayer de voir qui c'est qui est intéressé à voir ça et éventuellement le commercialiser. Donc, il y a plein de travail dans beaucoup de domaines. Tu l'as dit justement, l'argent est clé, mais on y travaille, En parlant d'argent, tu sais, comme je t'ai dit avant qu'on commence, j'ai posé la question hier aux abonnés qui suivent le podcast. J'ai dit que tu venais et qu'ils pouvaient participer en posant certaines questions. Évidemment qu'il y a des questions sur lesquelles tu ne pourras pas répondre parce que ce n'est pas de ton domaine direct. C'est plus du directeur technique, Eric Lehmann ou Hervé Coudray. Mais je vais quand même te le poser. Tu fais de ton mieux. Évidemment, on va essayer d'avoir réponse à ces questions pour les personnes qui suivent. La première question, est-ce que la fédération se rend compte que de siphonner les petits clubs avec des frais démesurés, licences, arbitrage, n'est pas bénéfique pour l'avenir du basket suisse? Il n'y a pas que des clubs de Liga qui disparaissent avec ce feat demandé. Pour quel bénéfice? Je me rends compte, bien sûr. Je veux dire, il faut développer le basket. Je ne crois pas que c'est une question de combien d'argent pour une licence, etc. Il faut développer le basket. Signifie qu'il faut être en mesure de donner aussi les moyens au club de se développer. J'étais un des premiers à se plaindre des coûts pour un club. À l'époque, c'est le club de SBL. Donc, c'est évident qu'il faut grandir. Le fait de donner quelques sous à un club ou de réduire les frais pendant une année, ça ne va pas nous permettre d'avancer. Je crois qu'on doit avancer pour professionnaliser, mais on doit se préoccuper des clubs et les aider à grandir. C'est ce que je disais. Quand on parle de développement TV, il faut générer des revenus pour les aider à grandir. Il faut aider les clubs à trouver des ressources ou à trouver des infrastructures pour grandir. Il faut mettre en place des programmes de formation qui soient le moins coûteux possible ou gratuits pour grandir au niveau des entraîneurs, au niveau des joueurs, etc. Donc, je ne pense pas que c'est une contraposition, une dichotomie, oui, sous ou pas sous. La question, c'est vraiment, il faut grandir, mais il faut grandir tous ensemble. La fédération doit aider les clubs, grands et petits, à grandir. Et comment tu les aides? Pas toi, la fédération. Justement, on parlait avec des moyens de formation, en créant, par exemple, des postes
de directeur technique régional, de coach technique régional, ce qu'on a maintenant aujourd'hui en 4 régions, et qui vont travailler, qui sont payés en partie par Suisse Olympique, en partie par la Fédération suisse et en partie par l'association régionale, qui vont dans les clubs et travaillent non seulement avec les joueurs, mais travaillent avec les entraîneurs. On aide les clubs en créant des clubs et en développant le mini-basket. Aujourd'hui, depuis le début de l'année, il y a 23 nouvelles écoles de mini-basket qui ont été créées, notamment en Suisse allemande, grâce à un programme qui a été lancé avec Suisse Olympique de 450 000 francs, qui crée des écoles de basket, qui met à disposition des kits, qui met à disposition des manuels, qui donne des cours, etc., etc. Il y a plusieurs façons d'aider le développement du basket. Qui choisit ces entraîneurs, ces responsables que tu as mentionnés? Ce sont des volontaires. Mais non, tu m'as dit qu'ils sont payés. Non, il y a très bien payés même. Il y a deux personnes qui ont été choisies pour la question régionale parce qu'ils travaillent essentiellement en Suisse allemande. Donc ce sont deux personnes qui choisissent ou qui décident. Non, il s'agit de 2 personnes qui vont dans les régions, dans les écoles, etc., et qui vont créer des écoles de mini-basket. Ok, moi je parle des entraîneurs, des responsables que tu as mentionnés. Il a dit comment? Les 4 techniques régionaux. Exactement. Qui choisit ces personnes-là? Les associations régionales. Ok. Les 4 techniques régionaux, il y en a un au Valais, il y en a un dans le canton de Vaud, il y en a un à Genève, il y en a quelques-uns dans la région, disons. Est-ce que la fédération a la main mise sur ça? Est-ce que la fédération contrôle que la personne qui est en place ait les compétences nécessaires pour faire ce métier-là? Alors, première chose, il doit avoir un diplôme suisse olympique. Mm-hmm. Donc, c'est déjà une garantie de compétences. Il est choisi par l'association régionale et le cahier des charges est défini en collaboration avec la fédération. OK. Deuxième question. Les arbitres. Et ça, c'est un thème, je pense, que beaucoup de personnes ont envie d'écouter. Là, c'est écrit, je ne sais pas quelle langue c'est écrit, je n'arrive pas à lire ça, mais en gros, il peut améliorer les arbitres. C'est ce qui est marqué. Bon, je mettrai de toute façon, pour pas que vous pensiez que c'est moi. Moi, j'estime, Brian Colon, de mon point de vue, ça fait une dizaine d'années que je joue, que la relation joueur-arbitre-fédération n'est pas bonne. Où il n'y a pas cette volonté de tous tirer à la même corde, de tous vouloir que le basket suisse progresse. Et nous, les joueurs, et les arbitres, et la fédération, je pense que, à mon avis, elle peut faire un petit peu mieux pour que ça aille dans le bon sens. Je ne dis pas que ça va dans le mauvais sens, mais c'est clair que franchement, Andrea, c'est difficile. Tu vois, quand tu vas avoir un match et que ça dure 3h30 parce que, je ne dis pas que c'est la faute que des arbitres, mais des fois, c'est tellement fatigant, des fois, c'est tellement triste qu'un joueur qui a sacrifié sa vie, qui a sacrifié beaucoup de choses, aille jouer parce qu'il gagne sa vie avec ça, parce qu'il nourrit sa famille avec ça, et qu'une personne, parce qu'elle ne t'aime pas, parce que peu importe les raisons, détruit ce travail-là, ou pas que le détruise, parce que tu es quand même pénalisé. Moi, l'année passée à Genève, j'ai perdu beaucoup d'argent à cause de certaines décisions arbitrales. Ça s'arrête là, ça fait partie du métier. Mais c'est dur, tu vois, quand tu as investi autant pour quelque chose, et déjà que, comme tu dis, on ne gagne pas des 1000 et des 100, et tu te sens un peu sans pouvoir, tu te sens un peu livré à toi-même par rapport à ce problème-là. Il n'y a pas que moi qui l'ai dit, c'est les joueurs, les entraîneurs. Il y a beaucoup de gens qui disent que entre les arbitres, les joueurs, la fédération, il y a un travail qui doit être fait par rapport à ça pour aller du bon. Évidemment qu'il y a des bons arbitres, je ne dis pas que les arbitres sont nuls, mais quand un arbitre t'arbitre de manière personnelle et pas forcément par rapport à l'intérêt du jeu ou qu'ils ont mis une étiquette sur toi, c'est fini, Andrea. Oui, mais je crois que moi, je comprends tout à fait. Hein. Je veux dire, comme j'ai dit, ça fait 50 ans que je suis dans le monde du sport et du basket, donc je comprends tout à fait ces problèmes. Il ne faut pas me raconter ça, je connais très bien. Maintenant, je reviens à ce que je disais au début. Il faut un petit peu séparer les rôles. Ce n'est pas mon rôle de discuter de l'arbitrage. Mon rôle, c'est un rôle de surveillance, un rôle de vision, de développement des conditions cadres générales. Aujourd'hui, il y a une commission d'arbitrage qui est indépendante, qui fait son travail. Si à un certain moment, la fédération devait se rendre compte que ce travail n'est pas bien fait, on change les personnes. Mais ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas mon rôle d'intervenir
sur un arbitre, etc. Qui pourrait répondre à ces questions? Non, je crois qu'il y a eu beaucoup de problèmes d'arbitrage dans le passé. Je crois que ce qui est important, même indispensable, c'est de ramener un petit peu de tranquillité, de calme dans le monde de l'arbitrage. Je crois que les choses vont assez bien dans ce domaine. Je ne parle pas du niveau de l'arbitrage. De nouveau, ce n'est pas mon rôle de discuter de ça. Je crois, et j'ai participé à certaines séances de travail des arbitres, et il y a des formateurs qui sont très valables de niveau international. Un travail est fait et je crois que les fruits vont arriver. Il y a beaucoup de jeunes arbitres qui arrivent aujourd'hui et c'est juste de les promouvoir et de les motiver pour qu'ils grandissent. C'est important que tout le monde garde un calme parce que ce sont des acteurs indispensables et on sait qu'il y a des problèmes dans le basket comme il y en a dans le hockey ou dans le football. Donc, je crois qu'il faut, comme dans d'autres choses, il faut observer, faire une analyse et à la fin de l'analyse, prendre des décisions. C'est comme avec un entraîneur, je veux dire, si un entraîneur perd un match ou fait deux bêtises, à mon avis, il ne faut pas le changer ou il ne faut pas aller lui dire comment il doit se comporter parce que si il est là, c'est qu'on lui a fait confiance. Si après une année ou 2 ans, ça ne va pas à la fin de son contrat, ben, on le change. Mais d'aller à l'arbitre, de dire tu devrais siffler ça ou ça, ce n'est absolument pas mon rôle et je trouve que ça serait vraiment faux part d'un président de Swiss Basket aller dire aux arbitres comme ils doivent arbitrer. C'est pas ton rôle, mais je comprends bien, mais tu es quand même le président de la fédération et peut-être que j'aurais dû tourner ma question autrement. Qu'est-ce que tu penses, toi, peut-être mettre en place de la même manière que l'aspect financier, de la même manière que l'aspect sportif, de la même manière que de l'aspect des infrastructures, l'aspect de l'arbitrage puisse évoluer en même temps que tout le reste? Ouais, justement, c'est un des thèmes dans le grand thème qui est le développement des compétitions. Tu as les questions de formation des joueurs, des entraîneurs, des arbitres. Tu as les questions de système de licence, tu as les questions de promotion-relégation, tu as les systèmes de joueurs étrangers et joueurs formés en Suisse. Juste dans un domaine, tu as beaucoup de ces questions. Et donc, c'est très important. Moi, je ne peux pas... De nouveau, moi, ce que je vois, c'est un système de formation, un système de test, de vidéos, etc., un système de discussion. Et donc, c'est ça qu'il faut faire. Maintenant, c'est déjà fait, c'est déjà en marche. Il faut peut-être l'améliorer, il faut peut-être le pousser. Et finalement, il faut aussi devenir, comme pour les joueurs, comme pour les entraîneurs, etc., créer des arbitres professionnels. Aujourd'hui, l'arbitre, c'est le monsieur qui est instituteur. Qui est sur les chantiers pendant la journée, puis le soir, il va travailler. Voilà, qui est instituteur la journée. Et il va... Donc, voilà, ça fait partie de ce que je dis, la professionnalisation. On doit élever le niveau de notre jeu, on doit professionnaliser et on doit inspirer les jeunes à faire du basket. Ce sont des thèmes clés qu'on doit affronter. Mais encore une fois, ce n'est pas une seule mesure, ce n'est pas du jour au lendemain. J'ai une question dans le même sujet, dans le même type. C'est lié aux frais justement des arbitres. Là, on m'a envoyé une capture d'écran où, par exemple, le BBC Monté, je ne sais pas en quelle année est paru cet article, je vous mettrai en photo pour que vous voyez. Budget du BBC Monté à cette époque-là, 850 000 francs. Frais d'arbitrage, je pense à l'année, 45 000 francs. Frais par match, 2500 francs. Pourcentage, 5,3%. Je ne sais pas si ces chiffres-là, c'est les chiffres d'aujourd'hui. Je ne l'espère pas, je ne le pense pas. Si moi, en tant que joueur, j'ai 18 ans et tu me dis, et j'arrive à un niveau où voilà, je peux peut-être représenter mon pays, la Suisse, dans un futur, etc., et que le gamin sait qu'un joueur, dont parmi les 9 clubs de l'élite, 9 clubs professionnels, il n'y en a que 3 qui peuvent se permettre de payer des joueurs suisses de manière correcte. Manière correcte, pour moi, c'est entre 4 500 francs et 7 000 francs, disons, sur 8 ou 9 mois, attention. Le reste, aucun des clubs ne paye plus de 3 000 francs pour un joueur suisse. Voilà, ça c'est l'état des choses. Et quand tu me dis qu'un arbitre par match, ou les 3 arbitres plus le commissaire,
s'élève à 2500 francs. Si on fait un petit calcul très rapidos, ça voudrait dire qu'un arbitre gagne presque plus qu'un joueur de basket professionnel. Que penses-tu faire pour ça, encore une fois? Non, mais je crois que d'abord, je ne crois pas que ces chiffres soient corrects. Selon ce que je sais, on est plus vers la moitié de ce montant que ce montant que tu as mentionné. Il faut dire que dans ce que les arbitres reçoivent, il y a une bonne partie qui sont des frais de déplacement. Et il faut aussi dire que depuis 3, 4, 5 ans, ces montants n'ont pas du tout évolué. Donc, il faut faire très attention. Je crois que dans le basket, comme dans d'autres sports, il y a beaucoup de discussions de café ou de bar où tout le monde pense savoir tout ce qui se passe. Moi, je ne prétends pas tout savoir. Au contraire, justement, c'est pour ça que je dis attention à ce qu'on entend, à ce qu'on dit. Je crois que c'est une question, évidemment, d'argent, parce que, comme tu le dis, pour l'instant, on est à des niveaux très bas, tant pour les joueurs que pour les entraîneurs, que pour les arbitres. Et donc, notre but, c'est vraiment de pouvoir augmenter ça. Mais pour augmenter ça, il y a tous les éléments que j'ai mentionnés avant. Et donc, il faut faire juste attention. Finalement, le problème, c'est qu'on veut un système d'arbitrage comme un système de formation des coachs, comme un système de formation des joueurs qui fonctionne et qui permet de grandir. Maintenant, je ne m'attacherai pas sur ces chiffres qui, à mon avis, ne sont pas confirmés. Et comme je disais avant, très important, une bonne partie de ces frais, ce sont des frais, disons, de déplacement. Quand tu as un arbitre qui doit partir le matin de Lugano pour aller arbitrer à Boncourt, c'est bien normal qu'on le défraye de ses frais de voyage, que ce soit en train ou en voiture ou quoi que ce soit. Donc, juste attention à ces chiffres. Une autre question. Que penses-tu du constat récemment soulevé par la TSR qui demandait à Eric Lehmann si la professionnalisation de la structure de la Fédé n'était pas en décalage avec ce qui peut se faire dans les clubs niveau professionnel? Ouais, tout à fait d'accord. Très bonne question. Je l'ai soulevé moi-même. Je crois que la professionnalisation de la fédération est indispensable parce que si on veut devoir offrir un service de qualité, on doit être professionnel. Professionnel ne veut pas dire qu'on gagne beaucoup d'argent parce que les salaires ne sont pas si importants, mais professionnel parce qu'on sait ce qu'on fait. Mais une fédération professionnelle avec des clubs qui meurent ne sert à rien. Donc oui, mais je l'ai dit avant, la professionnalisation doit être aussi des clubs. Et pour la professionnalisation, il faut grandir. Et il y a tous ces éléments que j'ai mentionnés. Et donc, ça ne sert à rien. C'est la fédération. Si on a un club de tennis professionnel, mais il n'y a pas de membres, on peut le fermer. Donc, la question, elle est très, très valable, très juste. Donc, en fait, notre rôle, c'est d'être professionnel pour aider les autres à l'être. Et pas pour les pousser en bas. Ça ne sert à rien qu'une fédération professionnelle si tu as des clubs qui meurent en SBL. Chaque année, il y en a un qui disparaît. Mais justement, on doit apporter des remèdes, mais il faut aussi que la gestion des clubs soit saine. J'étais président pendant 13-14 ans, je sais ce que ça veut dire. Il faut quand même avoir aussi des compétences pour gérer un club, que c'est une petite et moyenne entreprise. Et il ne faut pas faire le pas plus long que sa jambe, mais la fédération doit aider le développement, parce qu'en aidant le développement, les clubs pourront avoir plus de moyens et plus de ressources. Mais encore une fois, il ne faut pas simplifier les choses. Je dis, si c'était si simple, ça aurait déjà fait depuis longtemps. C'est un processus et on doit mettre, comme pour construire un édifice, pierre après pierre. Là, c'est peut-être plus technique. Techniquement, on entend souvent les spécialistes basket. On va savoir les spécialistes suisses de basket. Qui ils sont? Ça aussi, ça c'était personnel. Que la Suisse n'a pas d'identité de jeu commune et qu'elle surfe seulement sur des one-shots, tels que par exemple cet été avec la qualification des U16 dans la division 1 du championnat d'Europe. Comment est-ce qu'on peut faire pour peut-être, comme tu as mentionné l'Allemagne au début? Écoute, je crois que on peut développer une identité commune. C'est en ayant un centre technique qui est important, en ayant des liens importants déjà entre le centre technique fédéral et les cadres techniques régionaux, donc en travaillant, et c'est ce qu'on fait. On a par exemple créé récemment avec le conseil d'administration des
commission des cadres techniques régionaux. Donc, ces entraîneurs professionnels suisses olympiques qui œuvrent au sein des régions basket, ils ont des réunions régulières avec les cadres avec le centre technique régional pour justement développer ces principes de basket suisse. Et ça, c'est quelque chose qui est en œuvre, qui se fait. On doit pouvoir suivre le même type de développement pour les différentes équipes jeunesse. On a un centre national qui doit servir de centre pour mettre en œuvre certaines pratiques, certains types de techniques. Donc, il y a des choses qui se font. Je ne peux pas dire aujourd'hui si le succès est excellent. Je ne vais pas contredire cette personne. Je ne crois pas que ce soit one shot. J'entends, tu connais le travail qui est fait par Mitard à Neuchâtel. Je crois que le fait d'avoir un coach comme Mitard et comme d'autres d'ailleurs qui œuvrent à la fédération, c'est quand même un grand plus. Ce n'est pas une surprise ni un hasard que cette équipe ait réussi quelque chose avec Mitard à sa tête. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais bon, voilà, qu'on est sur la voie de le faire. Là, ça fait, je pense, presque 40 minutes, je pense qu'on parle. Je vais faire le plaisir à la personne qui a posé cette question, je ne sais pas qui c'est. De manière globale, de manière générale, de manière, disons, un peu plus rapide que tout le temps qu'on a passé à parler de tout ce qu'on pourrait améliorer. On va faire quoi des filles? Ça s'est posé n'importe comment cette question. Mais... Non, ben absolument. C'est un thème très important. Quand on parle d'élargir la base, c'est géographiquement, mais aussi la question garçon-fille, c'est clair. Et donc, on est relativement faible du côté des filles. On a un championnat c'est une catastrophe qui est réduit. On a peut-être, si on veut bien le dire, très peu de compétition. Donc, c'est évidemment un souci. Maintenant, on doit se pencher sur la question si on veut faire un programme spécifique filles, où on doit essayer de monter notre disons, mouvement basket dans son ensemble, et les filles vont profiter de cette croissance du basket. Il y a une question qui revient régulièrement, c'est celle d'un centre de formation féminin, et c'est quelque chose qui nous intéresse. Honnêtement, on a un conseil d'administration prochainement où on va toucher aussi la question des centres nationaux de développement et la question éventuellement d'un centre national de filles. Ce sont des choses, des thèmes qui tiennent à cœur évidemment de la fédération. Et après, encore une fois, c'est une question de timing, de séquence des opérations, mais c'est bien présent. Le sport féminin devient de plus en plus important dans tous les sports, pas seulement le basket, dans toutes les zones géographiques. Donc, c'est juste qu'on regarde ça attentivement et réfléchir aussi sur des mesures. Maintenant, ça c'est une question vraiment à moi. On a une génération, de jeunes joueurs très talentueux qui, je pense, peuvent faire quelque chose de grand pour notre basket. Maintenant, la question est comment est-ce que, en tant que fédération, vous allez faire en sorte d'être à niveau pour ces gamins-là? Parce que ces gamins, la plupart jouent à l'étranger, vont sûrement connaître des infrastructures, des conditions juste normales pour un sportif qui aspire à être professionnel. Et le problème, c'est que quand on les appelle pour venir ici, ils ne veulent pas. Comment changer l'image de notre basket, de notre pays, pour que ces gamins-là aient tout d'abord, parce que moi, je pars du principe que tu dois avoir l'envie de défendre les couleurs de ton pays. Et pas juste qu'on t'appelle, écoute, tiens ton, ou je ne sais pas comment ça fonctionne, viens jouer pour nous. Comment est-ce que vous allez faire en sorte que ces gamins-là, tous ensemble, soient réunis dans un futur pour peut-être, pourquoi pas, se qualifier pour un championnat d'Europe ou du monde ou qui sais-je? Tout d'abord, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je veux dire, quand tu es appelé par l'équipe nationale, c'est clair que tu devrais participer parce que c'est un honneur de pouvoir jouer pour ton équipe nationale. J'ai joué moi-même en équipe nationale, qu'il y avait 300 spectateurs ou 3000 ou qu'on était dans une salle belle ou moins belle. Finalement, tu ne regardes même pas ça. Tu joues parce que
c'est un honneur et un plaisir de jouer pour l'équipe nationale. Donc, sur le principe, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, je crois que si ces jeunes, ils ont une base de développement en Suisse, s'ils ont joué dans les équipes nationales jeunesse, comme ces jeunes que tu as mentionnés de U16, et qu'ils ont pu apporter quelque chose et ressentir la proximité de la fédération et des clubs, je crois qu'ils auront de toute façon un certain intérêt, passion de revenir, de rester dans le cadre, dans le giron des équipes nationales. Mais très justement, je ne crois pas qu'il faut faire des choses extraordinaires. Je crois que c'est notre travail de rendre tout ça intéressant. Pourquoi jouer à l'étranger si le championnat suisse peut être d'un niveau plus élevé, peut avoir des salles plus intéressantes, peut avoir une médiatisation plus importante. Donc, on revient à ce qu'on a dit avant. Faisons notre travail, essayons de développer le basket, mettons en place les conditions cadres pour que ça puisse se développer. Et les joueurs qui sont en Suisse ou à l'étranger auront envie, ils seront intéressés de venir et jouer pour l'équipe nationale. Donc, ça va donner un élément supplémentaire. Mais après, encore une fois, pour tout ceci, voilà, ce sont les thèmes, je peux en mentionner beaucoup, qui font que le basket de demain devra être plus important que le basket de hier. J'ai 2 dernières questions. Pour finir, ça fait un petit moment quand même qu'on tourne. Et la première, c'est par le passé, on a vu que peut-être le seul joueur NBA à cette époque-là était Thabo Sefolosha. C'était un peu compliqué, difficile pour la fédération de le faire venir pour plusieurs raisons que je ne connais pas. Maintenant, on a Clint Capela et Keshon George qui sont, peut-être je prononce mal, j'ai prononcé juste. Maintenant, on a Clint Capela et Keshon George qui sont en NBA. Clint Capela est une star NBA. George, on l'espère, va le devenir. Est-ce que tu penses, en tant que président de la fédération, pouvoir un jour les réunir et que nos fans suisses peuvent aller à Saint-Léonard ou peu importe, peut-être dans une nouvelle salle, les voir jouer? Alors, tout d'abord, on essaye de les réunir déjà une fois les 3 pour les championnats du monde U19 qui auront lieu ici à Lausanne l'année prochaine. Donc, on aimerait bien avoir ces ambassadeurs du basket suisse en tant qu'ambassadeurs du championnat du monde U25. Maintenant, de les réunir pour l'équipe nationale, encore une fois, ce n'est pas dans mes, disons, dans ma possibilité. Moi, je peux parler avec eux, je peux les encourager, mais finalement, c'est à l'intérêt du joueur de dire est-ce que je suis motivé, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que je suis attiré, est-ce que je peux faire la différence dans l'équipe nationale suisse pour apporter quelque chose de plus. Et ça, je veux dire, nous, on doit faire notre travail. On peut être responsable seulement de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut décider ou sur lequel on peut agir. Après, c'est vraiment, est-ce qu'ils seront suffisamment motivés, intéressés pour le faire? Moi, je veux bien, mais si je prends l'exemple des autres fédérations, peut-être la fédération française, moi, j'ai eu la chance de connaître pas mal de joueurs qui de très haut niveau qui ont joué ou qui jouent pour la France. Et ces fédérations-là, quand un tel joueur d'une telle puissance et médiatique et dans le jeu, et peu importe, enfin, une star tout simplement, ils vont faire le petit plus pour le joueur pour qu'il puisse venir. Nous, est-ce qu'on n'est pas trop, comme un peu pour tout, on est un peu en retard, on est un peu tranquille, oui, mais il faut qu'il ait l'amour du maillot, oui, mais s'il veut bien venir jouer, qu'il vienne, la porte est grande ouverte. Est-ce qu'on ne doit pas justement aller un peu plus que ça pour pouvoir attirer ce genre de joueurs et puis pour peut-être montrer la voie aux autres qui vont suivre? Je ne sais pas. Je suis pas convaincu, dans le sens que je crois qu'il faut encourager, il faut motiver. Je crois qu'on est suisse, on est peut-être différent d'autres pays, on aime bien l'égalité. Je crois que les joueurs doivent être traités sur un plan d'égalité parce que tu sois une star NBA ou que tu sois un joueur moyen de SPL, au sein d'une équipe, si on veut avoir du succès, tout le monde doit être traité de façon égalitaire. Parce que sinon, on crée des différences et ces différences, on les ressent. Je reviens sur mon point. Si nous, on fait notre travail, si on rend le basket suisse plus intéressant, si on est en mesure d'attirer des spectateurs, des sponsors, une visibilité médiatique, etc., ça sera un honneur, un plaisir de venir jouer pour l'équipe nationale. Et je crois qu'on doit aller dans cette direction. Je répète, très heureux
très content si on peut avoir les meilleurs joueurs pour l'équipe nationale. Bien sûr, les résultats de l'équipe nationale sont déterminants aussi pour obtenir ce développement du basket en Suisse. On en est tout à fait sûr. Mais je reste convaincu que pour créer un groupe gagnant, il faut travailler sur une base d'égalité. La dernière question, une personne que tu voudrais voir assise avec moi discuter de la même manière qu'on l'a fait toi et moi. Une seule. J'en aurais mais il y a beaucoup, une personne accessible, voilà, pas. On me sort des noms trop connus, quelqu'un qui pourrait. Non, mais moi j'aimerais bien. Écoute, j'ai pas de nom à donner. J'aimerais bien un représentant des associations régionales, parce qu'on parle du basket suisse. Et comme je disais avant, les associations régionales et le sport de masse c'est fondamental. Il y a un représentant, s'il peut y en avoir qu'un, des clubs d'élite. Et pouvoir justement écouter comment ils voient les choses, comment on peut améliorer. Ça reste mon but principal, celui de faire grandir le basket. Et donc, il faut avoir les gens qui vivent le basket, qui vivent leur passion, qui donnent du temps et de l'énergie pour ce sport. En tout cas, Andrea, merci. Je pense que ça fait 1 heure qu'on discute. Merci beaucoup. Je parle trop longtemps. Je t'avais dit que ça allait passer vite. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. C'est toujours incroyable, même si voilà, je pense que tout le monde sait que tu me connais depuis que je suis né, je pense, et tu as une relation aussi incroyable avec mon père. Donc, on était un peu en famille ici. Mais voilà, c'était intéressant de comprendre ton point de vue et de voir comment est-ce que tu vois les choses pour le basket de notre pays. Je laisse toujours 10, 15, allez, 20 secondes parce que c'est toi, à la fin, mon invité, pour dire le mot de la fin, ce qu'il souhaite, faire passer un message pour les jeunes. En tant que président, Andrea, en tant que disons, une personne emblématique de notre basket suisse, quel serait ce message? Merci Brian. Je crois que c'est important, deux, trois petites choses. Un, c'est que la fédération est là pour servir la communauté et pour mettre en place ces conditions cadres pour le développement du basket. 2, il faut faire un basket, un sport qui est pour toute la Suisse, pour garçons comme pour filles, pour toutes les régions linguistiques et pour tous les niveaux du basket. Et finalement, c'est en développant la base et en développant notre formation qu'on peut grandir avec la volonté vraiment de donner la possibilité au basket de se développer et de devenir indépendant, de créer ses propres revenus, créer ses propres moyens pour grandir, comme c'est le cas d'autres sports en Suisse. En tout cas, merci beaucoup Andrea, et à vous, je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. Merci.